Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Deux petits sujets d'actualité français. La commission parlementaire a accepté de 29 voix contre 27 la création d'une commission d'enquête pour établir les liens qu'il pourrait y avoir entre la LFI et les partis islamistes, voire plus particulièrement les frères musulmans. Alors j'entends bien, certains sont en train de persifler en disant oui, victoire, enfin nous avons la possibilité d'établir de fait des liens de cause à effet entre la LFI et des mouvements qu'on peut qualifier de terroristes. Sauf qu'il y a un problème. Premièrement, vous le savez, les frères musulmans n'ont pas d'organisme officiel en France. Il n'y a pas d'association, il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas d'entité caritative derrière laquelle on trouve un statut, on trouve une position légale des frères musulmans. Les frères musulmans existent en France, mais de façon officieuse. Officieuse, pourquoi ? Parce qu'ils aident, ils financent, ils créent, ils aident à créer, ils soutiennent des mouvances, des associations, des comités de quartier, communautaires. Mais ils n'ont pas de valeur légale, officielle, en France. Donc comment vous voulez prouver des relations de cause à effet entre un parti politique et les frères musulmans quand les frères musulmans n'ont pas de statut clair, net et précis en France? Donc c'est caduc. Donc on trouvera en effet peut-être des liens avec des personnalités, mais des personnalités sur lesquelles on applique une réputation. Mais cette réputation, il faut la démontrer, il faut la prouver. Et là encore, regardez le nombre d'années qu'il a fallu pour réussir à trouver des indices ou des éléments comme quoi Tariq Ramadan avait des liens avec des mouvances extérieures des frères musulmans. Donc c'est pas une commission d'enquête où encore une fois de plus j'ai bien peur que ceux qui seront mis à la présidence de cette commission vont vouloir se farcir à LFI mais sans préparer leur dossier, sans aller chercher des informations factuelles et se baser des fois sur des on dit que, il paraît que, il semble que. Oui, sauf que le problème c'est que le il paraît que, le semble que n'est pas du factuel, n'est pas de la preuve, n'est pas un élément indiscutable. Si on vous prend en photo en train de discuter avec un monsieur que vous avez juste rencontré durant une soirée, si un journaliste prend cette photo et dit « Regardez, vous avez un lien avec un mafieux, avec un pédophile », bien évidemment qu'il va falloir que vous prouviez qu'en réalité vous n'avez jamais eu de relation avec cette personne et que cette photo a été détournée de son contexte, détournée de sa situation, du fait que vous avez juste discuté avec cette personne sans savoir que cette personne était un mafieux ou un pédophile. Mais les médias, eux, vont réussir à convaincre l'opinion que si, vous le connaissez. Et même, à la limite, même si vous réussissez à prouver que vous ne l'avez jamais rencontré, vous ne savez même pas qui c'était, et que vous n'avez même pas son numéro de téléphone, et que vous n'avez jamais eu d'autre contact que durant cette soirée avec cette personne, bah malheureusement, les médias et les réseaux sociaux vont vous tailler un short. En revanche, s'il y a des liens, des contacts réguliers, on se souvient de l'affaire Epstein, que certains se défendent et disent oui, mais je ne savais pas. Bah, excuse-moi, mais tu as été quand même plusieurs fois sur la putain d'île.
Tu vas pas me dire qu'à un moment donné, tu t'es pas posé la question de ce petit bâtiment qu'il y a au bout, là, qu'est-ce qui se passe dedans, c'est quoi? Non? T'es pas curieux? T'es con, en fait. T'es un con qui coûte des milliards de dollars. Donc, on verra bien comment cette commission, alors normalement elle a lieu en septembre. Alors évidemment, la LFI essaie de se défendre en attaquant, oui, dans ce cas-là, il faudra demander à M. Sarkozy pourquoi il avait des liens avec Kadhafi. Tout simplement parce que Sarkozy à l'époque était un président de la République, que Kadhafi était le dirigeant de la Libye, et qu'il y a parfois des conflits d'intérêts ou des intérêts que la France se doit de défendre, même si malheureusement le mec est infréquentable. Sinon, dans ce cas-là, si vous voulez faire passer Sarkozy pour un islamiste, je suis désolé, dans ce cas-là, Macron, il l'est aussi. Puisque Macron, il a reçu le dirigeant temporaire de la Syrie, ex-djihadiste, ex-membre d'Al-Qaïda, d'Al-Nosra, je ne sais plus. Donc c'est raccourci. De toute façon, là, les filles, ils sont adeptes de cela. C'est comme l'autre, là, Salma, je ne sais plus quoi, là, qui défend l'Iran en disant oui, c'est Israël qui a attaqué, donc c'est normal que l'Iran se défende. Tout. Excuse-moi, cocotte, mais t'as loupé tous les épisodes précédents ou toutes les saisons précédentes? T'es en train de nous faire croire que toi, tu t'attaques une saison 5 sans avoir regardé les saisons avant d'une série? Ou tu nous prends pour des demeurés? Enfin, c'est cosmique. C'est cosmique. Et la deuxième info, c'est... oh putain, on remet en question l'intérêt des éoliennes. Ah, Sandrine Rousseau, elle n'est pas contente. Sandrine Rousseau, elle dit c'est de la régression. Ben non, la question, elle existe. Je rappelle, l'éolien ne représente que très peu de pourcentage de production. Et en plus de ça, le problème de l'éolien, c'est un peu comme le photovoltaïque. C'est que ça ne nous fournit pas de l'énergie de façon constante. C'est une source énergétique alternante, parce qu'elle dépend du vent. En revanche, je peux vous dire que les entreprises qui sont liées de près ou de loin à la construction, à l'implantation, à la fabrication des éoliennes, alors elles, par contre, elles sont bien contentes qu'on installe des éoliennes partout, parce que ça touche des subventions. Ça touche des subventions à la fois de la France, mais aussi de l'Europe. Donc vous comprenez que si demain on commence à remettre en question, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'installer des éoliennes partout? Vous comprendrez que vous avez des lobbies, là je dis bien des lobbies, qui actuellement sont en train de jouer des coudes pour dire non, surtout, il ne faut pas remettre en question l'implantation et le développement des éoliennes. Arrêtez de déconner, nous, on a besoin de l'argent de l'Europe. D'autant plus que je rappelle que toutes les entreprises qui ont des contrats, et les contrats, normalement, ça va jusqu'au démantèlement. Vous avez quand même pas mal d'entreprises qui, des fois, exemptent du démantèlement des éoliennes, voire même sont exemptes du nettoyage des socles en béton. C'est-à-dire que le jour où une éolienne est arrivée en fin de vie, ils la font tomber, un coup de pelleteuse, je te mets tout ça dans un camion. Par contre, le socle, lui, il n'est pas nettoyé. On le laisse. Et ça se dit écologiste. D'autant plus, vous savez, il y a une grosse polémique en ce moment sur les éoliennes offshore. Parce que quand le vent va dans un certain sens, en général, les éoliennes sont construites de telle manière à ce qu'elles soient décalées et non pas en ligne sur les vents dominants. Pourquoi ? Parce que si elles sont en ligne, les premières éoliennes,
elles absorbent la puissance du vent, si bien que la deuxième perd 10% et la troisième 10%. Et puis au bout d'un moment, la cinquième et sixième, finalement, elles ont très peu de vent parce que toutes celles qui sont devant ont pompé le vent. Puisque vous savez que normalement, vous êtes obligé d'avoir un ralentisseur. Parce que sinon, si ça tourne trop vite, il y a un moment donné, vous avez un phénomène mécanique qui fait que les frottements ne peuvent pas supporter la vitesse de rotation des pales, et ça chauffe, et ça brûle, et incendie. Donc quand vous voyez les pales tourner, elles tournent mais avec la puissance du vent, mais il y a à un moment donné des ralentisseurs justement pour éviter que les pales tournent trop vite. Parce que si elles tournent trop vite, même si vous avez des composants qui peuvent résister à tous les frottements que vous voulez, il y a un moment donné où même ces composants-là, ils ont des limites. Ils ont une limite structurelle. Sauf que sur les éoliennes en offshore, il y a des fois le vent, il ne va pas forcément dans le sens où il est censé aller. Et il va dans le sens d'un alignement. Et du coup, vous avez beau mettre 10 éoliennes en série, il n'y a que les 4 ou 5 premières qui à la limite produisent, mais les 4 ou 5 derrière, elles n'ont pas de vent, pas assez. Ah oui, mais ça, les mecs, ils n'ont pas pensé. Et je suppose que sur Terre, c'est pareil. Quand vous avez des alignements, alors encore une fois, normalement les alignements sont faits de telle manière à être dans le sens du vent dominant. Vous savez que des fois, dans une région, dans un endroit, vous avez un vent qui est souvent à 80-90%, un vent de sud-ouest ou un vent de nord-est. Donc vous positionnez vos éoliennes de telle manière à ce qu'elles soient de façon optimale dans le sens du vent. C'est comme un aéroport. Quand vous construisez un aéroport, vous allez toujours construire les pistes qui soient dans le sens dominant du vent. Si vous avez un vent de nord-est, vous allez construire vos pistes qui vont de nord-est à sud-ouest. Comme ça, vous pouvez varier, suivant le sens du vent, l'atterrissage ou le décollage des avions. Logique ? Donc évidemment, oui, une étude qui commence à dire, l'éolien, pour ce que ça produit, je rappelle, moi j'avais lu une étude qui disait que pour pouvoir compenser ne serait-ce que la moitié de la production nucléaire en éolien, il faudrait installer 40 000 éoliennes supplémentaires. 40 000 éoliennes. Pour ne produire que la moitié, Et encore, je ne sais même plus si c'est la moitié ou le quart. Enfin bref. Mais de toute façon, les écologistes, ils le savent très bien, que les modèles de consommation de nos sociétés occidentales, de nos sociétés modernes, ne pourront jamais fonctionner avec du 100% écologique, du 100% renouvelable. C'est pas possible. Ou alors on développe les technologies pour permettre à des individus, plus particulièrement dans les milieux ruraux, etc., une autonomie. Sauf que non, vous comprenez que les empires industriels, les sociétés telles que Engie, ou même aussi aux États-Unis, Duke Energy, ils ne vont pas laisser quand même des gens être autonomes. Surtout qu'apparemment en France, quand vous avez un système photovoltaïque, il faut savoir que le système photovoltaïque, il est connecté non pas en amont de votre système, mais en aval. C'est-à-dire qu'il est toujours raccordé à un boîtier qui permet à Engie, alors en plus avec le Linky, de contrôler votre production énergétique, puisque vous pouvez, vous savez, si vous produisez, si vous avez une surproduction, vous pouvez revendre votre électricité à Engie. Sauf qu'à un moment donné, si Engie se rend compte que vous avez un bon modèle de production énergétique et que finalement, vous n'avez pas besoin de l'électricité d'Engie, c'est pas bien pour le business pour eux. Ils ont un client
qu'ils ne peuvent pas facturer. Au contraire, c'est vous qui êtes obligé de payer le client pour l'électricité qu'il vous donne. Ça va pas. C'est pas un bon modèle économique, ça. Il faut que même celui qui a du photovoltaïque, il reste dépendant du réseau. C'est comme le compteur Linky. C'est pareil. Il faut savoir qu'aujourd'hui, vous avez des gens qui ont réussi à démontrer que le compteur Linky n'est pas qu'un système permettant d'aider à la consommation et à l'adaptabilité de la facturation de la consommation, mais c'est aussi un outil qui sert de mouchard. Qui sert de mouchard, par exemple, pour les gens qui rechargent leur voiture électrique. Oh, tiens, Monsieur Durand, il a une surconsommation électrique la nuit. Comment se fait-il? Est-ce qu'il a un outil? Est-ce qu'il a quelque chose de particulier? Mais non. Ah, mais il a une voiture électrique. Hop, vite, vérifions. Fiscalement, est-ce qu'il paye sa taxe de voiture électrique? Ben non. Oh, pas bien. Bon, sachez que de toute façon, même si vous ne déclarez pas votre voiture électrique, vous allez la payer quand même, la taxe, parce que justement, votre compteur Linky, ben lui, il dira, tiens, il y a une surconsommation la nuit, donc voilà, mon propriétaire, il a une voiture électrique. Hop, et le mec, il reçoit la facture. Puis il se dit, mais c'est quoi ça? Ben, c'est votre taxe de voiture électrique. Comment ça? Mais je croyais que la voiture électrique, c'était pour justement aider à lutter contre le réchauffement climatique, etc. Oui. Mais vous savez que votre voiture électrique, non seulement les industriels du pétrole, eux, faut leur apporter des garanties qu'ils continuent à avoir, la mainmise et le bénéfice. Et puis, secondement, on va commencer à arriver dans une période où lorsque vous allez devoir changer vos batteries électriques parce qu'elles sont trop vieilles, mais vous allez la sentir passer. Donc à un moment donné, qu'est-ce qui va se passer? Ça va se passer que les constructeurs automobiles qui produisent des voitures électriques, ils vont demander à l'État, nous avons un problème, nous avons des consommateurs électriques qui sont en train de revendre leurs voitures parce qu'ils savent que le jour où il va falloir qu'ils changent leur batterie, ça va leur coûter mais la peau du cul. Attention, un changement de batterie, c'est plusieurs milliers d'euros. Ah, bah ouais. Oh merde. Donc encore une fois de plus, il va falloir aller taper l'État pour que l'État subventionne les constructeurs automobiles afin de pouvoir changer les batteries de leurs véhicules et ne pas massacrer leurs clients d'une facture de plusieurs milliers d'euros. Là, je parle pour la France. Parce qu'aux États-Unis, il y a des gens qui ont acheté des voitures électriques, là, ils commencent à comprendre leur douleur. Et il y en a pas mal qui commencent à revenir sur des voitures à essence. Et c'est pas le fait de baisse de vente de voitures électriques, explication parce que Musk était dans l'administration, Trump, et blablabla. Non, ça c'est très marginal. Donc voilà, les deux petites infos intéressantes à savoir. Ça secoue, évidemment, sur les acquis. Ah, mon Dieu, on nous remet en question. D'ici là qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo, portez-vous bien, soyez prudents, restez alertes, et nous on se retrouve très prochainement. D'ici là, bonjour Pétunia.